Bonjour à tous, bienvenue à une autre présentation Ligne Québec. Cette fois, nous allons discuter des 10 avenues pour optimiser l'engagement de vos employés. Un sujet très intéressant puisque près de 300 personnes se sont inscrites. Alors, c'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui une experte en ressources humaines, plus particulièrement en matière de motivation, mobilisation, performance, engagement des employés. Gestion, oui, développement des gens, absolument. J'ai nommé France Lefebvre Tadam! du groupe Fortina Conseil. Alors, bienvenue France dans le studio Ligne Québec et Fibre Noire. On va commencer par une question, si tu veux bien. Pourquoi on traite de sujet? Pourquoi, en fait, tant de personnes se sont inscrites? Pourquoi c'est si important aujourd'hui de traiter d'engagement des employés au sein des entreprises québécoises? Grande question, Simon. Oui, 300 personnes, effectivement, qui se sont inscrites. Dans nos entreprises, aujourd'hui, on voit les boomers, les gens d'un certain âge. D'un âge certain même, ont commencé à sortir, à quitter les entreprises pour prendre la retraite. Ce qui se passe aussi, je le vois, j'en parle avec mes clients, m'en parlent en fait, et on me dit la rareté des ressources est déjà commencée. Donc, on a de la difficulté à recruter des gens et on a de la difficulté à recruter, trouver des gens avec les bonnes compétences pour notre entreprise. Alors, moi, je me dis, on a des gens déjà à l'interne. Pourquoi pas travailler d'abord à garder ceux qu'on a? Oui, il y a des gens qui vont quitter, ils vont partir à la retraite, mais pourquoi pas s'assurer de garder ceux qu'on a déjà chez nous? Alors, je sais que c'est pour cette raison que le sujet est d'intérêt pour tous les gestionnaires, en fait, qu'ils soient en opération ou qu'ils soient en ressources humaines. Le sujet est d'intérêt. Comment on fait pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes qui vont rester chez nous, qui vont être performantes, qui vont être heureuses d'être chez nous, de façon à ce qu'on puisse réaliser notre plan d'affaires. C'est mathématique, c'est ça. Pour faire un parallèle intéressant, garder des employés versus aller en chercher d'autres, c'est un peu comme garder ses clients versus aller en chercher d'autres. Garder ses clients, tout le monde le sait, c'est beaucoup plus rentable qu'aller chercher d'autres clients. C'est coûteux, c'est long. Alors, le même parallèle, on recrute des gens, là, non seulement souvent, il y a une prime de recrutement, peut-être un chasseur de tête, il faut l'entraîner, il y a un risque que ça ne fasse pas l'affaire. Alors, d'où l'importance de s'assurer que les bons éléments qu'on a à l'interne demeurent. Qu'on en prenne soin, absolument, oui. Tout à fait. Oui. Et pourquoi toi? Pourquoi vous devrais-ez dire? Vous, on va se vous voyez, vous, bien de moi. Alors, M. Simon, oui. Alors, pourquoi moi? Parce que ça fait 25 ans que j'accompagne des gestionnaires de tous les niveaux dans les organisations, que ce soit en formation, que ce soit en coaching informel, en coaching formel, que je les aide, que je les accompagne tout simplement. Et je sais à quel point nos gestionnaires de premier niveau, et c'est d'eux qu'on va parler beaucoup aujourd'hui, je sais à quel point ils sont importants, mais je sais aussi à quel point on ne prend pas assez souvent, on ne prend pas bien soin d'eux pour leur permettre de réaliser leur mission, qui est, à mon sens, de garder, c'est eux qui sont en contact avec nous. Oui. Comment les garder, comment s'assurer qu'ils ont ce qu'il faut pour que les employés aient envie de rester là. Parce que bien souvent, un gestionnaire de premier niveau, j'imagine, c'était peut-être un non-gestionnaire avant, qui a été promu, surtout avec une tâche, une responsabilité de motiver ses employés sans avoir les outils. Absolument. Et c'est souvent dans bien des entreprises, je me rappelle dans mes premières années, le meilleur vendeur devenait le directeur des ventes. C'est un grand classique. Et souvent, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas les bonnes aptitudes. C'est deux personnalités. Un vendeur, un représentant, c'est quelqu'un qui est souvent assez tourné sur lui-même. Je vais dire ça parce que paye la commission, ainsi de suite, ça fait qu'il est concentré sur ta propre réussite. Alors qu'un directeur des ventes, il faut qu'il soit en mode écoute, en mode générosité, en mode don envers ses employés, envers son équipe pour les aider à avoir du succès. Donc, effectivement, le meilleur technicien qui devient le directeur de l'équipe technique, il faut l'accompagner parce que ça ne fait pas toujours un grand succès. Écoute, je te laisse aller, mais un commentaire, tu nous as dit que tu avais 25 ans d'expérience et ton profil LinkedIn
précise bien. Alors, je t'invite Oh, à ça la mettre la à jour. jour. OK, ben oui, je m'en occupais, j'ai dit, mais c'est parce que j'ai vieilli. Ben oui, oui, c'est ça. J'ai pris un coup de vieux récemment. En fait, ça doit être plus de 20. Ça doit être plus de 20. Ah, c'est peut-être pas ça. encore tout à fait 25. Donc, OK, on peut dire. Alors voilà, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est mobiliser vos employés. La priorité 1, à mon sens, c'est vos gestionnaires de premier niveau. Alors voilà ce que j'ai envie de vous présenter. Susciter la mobilisation de vos employés. On l'a dit dans la présentation, dans l'annonce qui a été faite du webinaire, je vais vous présenter 10 avenues pour optimiser, susciter la mobilisation de vos employés. Maintenant, si vous attendez à des trucs extraordinaires, des choses qui sortent, là, vous êtes à bonne place. C'est aussi simple que ça parce que trop souvent dans nos organisations, on s'imagine que c'est les gros programmes, que c'est investir de l'argent, que c'est donc compliqué mobiliser nos employés, alors que pour moi, c'est vraiment une affaire de gros bon sens. Alors, mon meilleur allié, votre meilleur allié, le gestionnaire de premier niveau, et on va voir pourquoi. J'aime toujours aller avec une petite citation. Ici, c'est M. Henry Ford qui a dit « Les deux choses les plus importantes apparaissent pas au bilan d'une entreprise. » Malgré qu'il y a des changements à ça depuis quelques années, bon, mais en fait, dans son temps à lui, sa réputation et ses hommes, donc je dirais ses hommes et ses femmes aujourd'hui, on s'entend, mais quand même. Donc, la réputation et les gens qui forment une entreprise. Il y a un professeur taïwanais qui a dit il n'y a pas de mauvais employés, il y a seulement des mauvais patrons. Intéressant. On ne quitte pas un job, on quitte un patron. Savez-vous que 36% des employés, de vos employés, les gens qui sont chez vous aujourd'hui, qui travaillent chez vous, songent à quitter leur emploi? Donc, faites le tour de votre gang, là, vite, vite, là, il y en a 36% qui sont prêts à quitter. Eux, démissionnent. Ils ont peut-être déjà démissionné un petit peu dans leur cœur de toute façon. 22% des employés sont complètement indifférents, restés, quittés. C'est simplement, il n'y a pas d'engagement. Ils sont même moins engagés que les gens qui pensent à quitter. 22%. Alors, ces gens-là, ils sont complètement dans l'indifférence. Et bien souvent, est-ce que c'est un peu les mêmes gens? Les gens qui sont indifférents sont prêts à quitter? Pas nécessairement, pas nécessairement. C'est des gens qui viennent collecter une paye. Oui, oui. Il y en a beaucoup de ça dans nos entreprises. Parce que là, c'est un peu, ça effraie, là. Si on additionne 36%, je crois, aux 22%, ça fait 50% des gens qui font du présentéisme. C'est ça qu'on fait un webinaire, on a besoin d'en parler. OK, d'accord. Laisse aller. Et on se dit, bon, c'est des statistiques, c'est des recherches, en fait, c'est un sondage, mais ça dépasse, donc ça va. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a aussi 50% des gens, donc un employé sur deux qui a un niveau d'engagement qui est mitigé, le plus ou moins. Donc, compte pas trop sur moi. Alors, intéressant comme statistique, parce que ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une bonne quantité, un bon nombre de nos employés qui ne sont pas vraiment engagés envers notre entreprise, qui ne sont pas vraiment engagés envers son succès, envers la mission, ce qu'on a à réaliser, pourquoi on existe en fait. Et pourquoi est-ce que nos employés quittent? Parce qu'il y en a qui quittent, il y en a beaucoup qui quittent nos organisations. Et j'aimerais vous inviter à répondre à un petit sondage. Simon, si tu veux nous faire ça? Manon, le bouton. Manon, pèse sur le piton. C'est ça? C'est Simon, pèse sur le piton. J'en profite pour... Je vous invite à répondre à une petite question. Ma question, c'est la suivante. Dans le cadre de votre carrière, globalement, quelle est la raison principale la raison la plus fréquente pour laquelle vous avez quitté vos emplois? Je vous propose 3 réponses. Question de salaire. Je ne suis pas assez bien payé ou je ne suis pas satisfaite de ma paye. Deuxième, j'avais une mauvaise relation avec mon supérieur immédiat, donc mon chef d'équipe. Et troisième possibilité que je vous offre, c'est bon, il y avait une alternative plus attrayante ailleurs dans le marché. Alors, je vous invite à vous positionner là-dessus, faire un choix. Pourquoi
quelle est la raison principale pour laquelle vous avez quitté vos emplois? Mais déjà, personnellement, en tout cas, j'ai pas ton expérience, là, mais je suis un peu surpris de voir Correct, que je sais que tu es plus jeune que moi. mon expérience en matière de ressources humaines, Ouais. salaire et satisfaisance, ça fait bien très peu de temps. Oui. Oui. On va partager les résultats là, dans quelques secondes avec vous. Quand j'ai préparé le contenu... Oui. Excuse-moi, 10 secondes encore pour voter, excuse-moi. Okay. Quand j'ai préparé ce webinaire-là, j'ai fait une réflexion sur ma propre carrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma carrière? J'ai eu quelques emplois, plusieurs emplois en fait. Et j'ai fait le compte et 6 fois, j'ai changé d'emploi parce que j'avais une mauvaise relation avec mon supérieur immédiat. Et c'est dans plusieurs... Et j'ai quitté soit à l'interne ou soit à l'externe. Donc, j'ai changé de poste à l'interne dans certaines grandes entreprises. Mais la raison principale qui ressort, c'est parce que j'avais une mauvaise relation avec mon supérieur immédiat. C'est pour ça, moi, j'ai toujours été une fille super motivée à en jouer, prête à travailler, relever les manches, puis go, on fait des trucs. Mais ça a été une problématique pour moi. Alors, c'est intéressant. On a arrêté le sondage. C'est fort intéressant parce que ce que la littérature dit, en fait, et je vais faire avancer ceci, ça va sûrement y aller. On a dit, juste ici. On a dit là. Ah, ça fait que ça fait. Ah, OK. Ça fait, et je fais ça aussi. Alors, voilà. Ce que la littérature dit, c'est que quand les gens sont payés correctement, donc il y a un sens d'équité au niveau de la paye, ils s'en vont pas. C'est pas une raison pour quitter. C'est pas une raison pour quitter. Les alternatives attrayantes sur le marché du travail, je vois que dans le groupe de gens qu'on reçoit aujourd'hui, c'est quand même assez fort, c'est très fort, c'est ce qui sort le plus. Mais dans la littérature, c'est pas ça qui a été démontré. Et qu'est-ce qui ressort le plus fort, et quand même c'est très élevé aussi dans notre sondage maison, mauvaise relation avec le supérieur immédiat. Donc, un supérieur qui ne t'amène pas à te dépasser, qui ne te fait pas confiance, qui est pas là pour toi, qui t'aide pas à grandir, qui te donne pas des tâches le fun, qui te responsabilise pas, enfin, tout pour de ça. Donc, intéressant, mauvaise relation avec le supérieur immédiat, c'est ce qui ressort beaucoup et on voit sur notre sondage que c'est quand même assez important. C'est très important. Mais je trouve que la question porte à conclusion un peu parce que mauvaise relation, est-ce qu'une personne qui travaille et qui n'est pas motivée par son supérieur immédiat a nécessairement une mauvaise relation? Non. Mais quand tu n'es pas motivé, quand tu n'as pas un encadrement intéressant, bien, possiblement que les alternatives deviennent plus intéressantes, c'est sûr. Je me rappelle très bien d'un emploi que j'ai eu il y a des années, un gestionnaire qui n'était jamais là. Pour le voir, il fallait aller au fumoir, et dans un directeur de ressources humaines. Et c'était dommage. Ah oui, j'avais toute liberté, je pouvais faire ce que je voulais, mais il n'y avait jamais de décision qui se prenait. Et puis un jour, le téléphone a sonné. J'étais très heureuse, jamais mes collègues, jamais mon travail, jamais ce que je faisais. Mais un jour, le téléphone a sonné, j'ai dit, je m'en viens. C'est aussi simple que ça. Donc oui, il y a une alternative, mais c'est parce que je n'étais pas satisfaite. Tu n'avais pas nécessairement une mauvaise relation? Non, elle n'était pas mauvaise, tu avais une opportunité. Oui, mais elle n'était pas, j'avais pas un supérieur immédiat qui me stimulait. En fait, j'apprenais rien de lui, j'allais nulle part. Et voilà. Donc, c'était pas une mauvaise relation. Peut-être que ma question est un peu tendancieuse. Donc, pas une mauvaise relation, mais une relation insatisfaisante. Donc, un supérieur immédiat qui n'était pas une job qui te nourrit, en fait. Je comprends. Voilà. On continue? Alors, pourquoi expliquer? Alors, les employés quittent pour diverses raisons et je vous les nomme. Pas de vision. Alors, quand je dis pas de vision, c'est on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On ne communique pas, on ne sait pas ce qui est attendu de nous, qu'est-ce qu'on fait on connaît l'objectif de notre entreprise, mais on n'a vraiment pas un sens de ces vers-là qu'on s'en va, qu'on y va en été. Pas de sentiment d'utilité. Je serais quoi, moi? C'est quoi le sens du travail? Et ça, c'est une question qui va devenir de plus en plus importante avec les nouvelles générations qui arrivent dans nos entreprises. Le sens du travail. Il faut que ça ait un sens parce qu'il y a bien d'autres choses qui nous intéressent dans la vie. Donc, si tu n'y trouves pas le sens, ça va être un problème.
Et c'est, comme tu mentionnes, c'est un besoin que recherchent davantage les plus jeunes générations. Et oui, leur sentiment de fidélité et d'engagement vers une entreprise est complètement différent d'une personne, d'une boomer. Comme moi, je suis une très jeune. Je suis à la queue des boomers. On s'entend, mais je suis quand même une boomer, j'assume. On est entré dans une entreprise et bon, on y va, et on a une bonne job, on a un régime de retraite, en fait, on a toutes ces choses-là. Mais avec les plus jeunes, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un sens au travail pour qu'on ait envie de rester dans cette entreprise. Moins loyaux aussi, là. Absolument. Il y a un chiffre que j'ai en tête, là, de taux de rotation, c'est-à-dire qu'on change d'emploi dans une carrière à chaque 30 mois en moyenne maintenant. C'est possible, c'est une statistique que je ne connais pas, mais qui ne m'étonne pas parce que c'est, bon, encore une fois, il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui disent que oui, les Y, principalement, à cette étape-ci, parce que les Z ou les M ou les C, dépendant comment on les occupe, comme ceux qui sont encore à l'université, qui s'en viennent dans nos organisations bientôt, les Y ont démontré, en fait, qu'ils viennent à quelque part, ils apprennent des choses, et quand il n'y a plus rien qui les stimule, ils s'en vont ailleurs. Alors voilà. Pas d'empathie. Alors, pas d'empathie, ce qui fait que les employés ne ressentent pas d'empathie, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. J'amène des idées, il n'y a personne à l'autre bout pour dire j'ai entendu, donc pas d'empathie. Pas de motivation. J'ai pas de projet intéressant. Mon chef me suit de trop près. Et ça, avec les plus jeunes, c'est encore, c'est une grande demande. Laisse-moi aller, donne-moi de l'air, souffle-moi pas dans le cou, j'aime pas ça. Donc, pas de motivation, pas d'avenir. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Qu'est-ce que tu as à m'offrir dans ton entreprise? OK, ça, je fais ça va super bien, oui, mais c'est quoi qui est après? Oui. Est-ce que je peux grandir? Est-ce que je peux apprendre? Est-ce que je peux aller ailleurs? Est-ce que je peux faire des projets? Est-ce que... En fait, c'est même une question là d'embauche. Oui, ben oui, j'accepte ça, là, oui. Je m'en vais où après? Absolument, absolument, tout à fait. Oui, tout à fait. Pas de fun. En cas, le fun, c'est une notion importante. En tout cas, moi, en tant que boomer, je ne suis peut-être pas de ma génération, mais moi, le fun, c'est fondamental. Il faut qu'on s'amuse au travail, c'est pas ça que je n'ai pas productif, mais pas de fun, c'est comme, je viens là, j'ai pas de flexibilité, je suis dans un cadre, je peux pas sortir, surtout pas sortir du cadre parce que c'est pas confortable pour mon patron. Donc, pas de fun. Alors, c'est des raisons qui ont été identifiées par une multitude de sources que j'ai compilées et qui nous donnent une idée de pourquoi est-ce que vos employés quittent votre entreprise. Encore une fois, là, sachez que la présentation va être disponible et puis l'enregistrement va être disponible dans un courriel qui va vous être transmis demain. 9 heures, t'as dit. Oui, 9 heures, précisément, oui. T'écoutes, autant que je t'écoute. Absolument, c'est bon. Rapidement, un petit regard vers le futur. Emploi Québec a sorti des statistiques l'année passée, sur 2013, où on dit que d'ici 2021, il va y avoir 1,4 million d'emplois disponibles. Et ça se répartit un 80-20, 20% de nouveaux emplois, 80% de remplacement de gens qui sont, par exemple, partis à la retraite. On s'entend 1,4 million d'emplois, c'est des jobs. On dit aussi que d'ici 2021, le taux de chômage privé va être à 5,3%. Ça, là, c'est quasi le plein emploi. Alors, ce que ça va vouloir dire, là, c'est que des ressources, là, elles vont être rares, de plus en plus rares, de plus en plus rares. Mais ce qui va arriver, c'est que c'est pas on se lève un matin, on est 2021, tout à coup, il n'y a plus personne dans mon entreprise. Ça va se faire au fil du temps. D'ici 2000. C'est sournois un peu, là. C'est sournois, puis on n'y porte pas attention. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre compétente, et je le vois avec mes clients, on a des problèmes dans plusieurs industries, on manque de main-d'œuvre compétente. Donc, imaginez. On se dit 2021, c'est encore loin, non, c'est demain. C'est demain, à mon sens, parce que ça se prépare, ces choses-là. Alors, ce que je voudrais vous présenter, en fait, c'est que je me dis, si on en a des bonnes gens chez nous, on en faisait mention tantôt en début, si on a des bonnes gens chez nous qui font un bon travail, qui sont intéressés et qui nous intéressent, qu'on veut garder, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas d'abord à garder ceux qu'on a, à les maintenir à les garder dans leur poste, à les stimuler pour qu'ils aient envie de rester chez nous? Et je vais vous présenter 10 avenues qui, pour moi, sont
simplement du gros bon sens, mais qui sont aussi des pratiques gagnantes démontrées pour optimiser l'engagement des employés. Alors, ce que je propose de faire, sinon, je vais vous les présenter les 10, puis ensuite, je vais les reprendre une par une pour un peu développer, donner des exemples pour concrétiser, donner des exemples concrets de ce que ça peut vouloir faire. Alors, la première pratique gagnante, la direction, la haute direction à sensibiliser en priorité. La deuxième, former rigoureusement nos gestionnaires. La troisième, on a un partenaire dans beaucoup de nos entreprises et ses syndicats. Donc, impliquer le syndicat dans nos initiatives. Et passer le temps où le syndicat c'était actif, c'était comme ça, on peut plus se permettre ça, il faut travailler avec nos partenaires. Offrir du coaching, une pratique gagnante fort intéressante, du coaching personnel à nos gestionnaires. Exiger, on est en droit d'exiger la présence attentive de nos gestionnaires sur le terrain. Faire preuve d'écoute active, être là. Quand on est présent sur le terrain et qu'on écoute, c'est fou la richesse des informations qu'on va chercher et quand on s'en occupe pour travailler sur la mobilisation, l'engagement des employés, c'est très, 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 très riche. Agir sur les écarts de comportement des employés. Des petits problèmes, on s'en occupe pas, on va avoir l'occasion d'en parler tantôt, on s'en occupe pas, ça a des répercussions sur l'équipe, sur la crédibilité du gestionnaire. Donc, agir quand il y a des petites choses qui vont pas, prendre le taureau par les cornes et agir immédiatement. Les petits problèmes deviennent graves. Absolument, absolument, tout à fait. Solliciter les idées des employés. Alors, plein de gens ont déjà eu l'histoire de la belle boîte à suggestions dans les entreprises, puis ça me fait rigoler parce que la semaine dernière, en fait, je donnais une conférence au rendez-vous ressources humaines des PME avec des CRHA. Et on parlait, je posais la question, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fait la boîte à suggestions chez vous? Il y a une personne, il y a à peu près une cinquantaine de personnes dans la salle, il y a une dame qui a levé la main. Ah oui. Une seule. Puis elle dit, alors on lui dit, est-ce que vous avez eu beaucoup de est-ce que ça a eu du succès? Elle répond oui. Alors on était très étonnés parce qu'un autre avait dit, j'ai eu 2 suggestions en 1 an. Alors elle dit oui, mais on payait quand on avait des suggestions. OK. Donc, vive la grosse boîte à suggestions avec le gros lancement, le plan de com et ainsi de suite. OK? En voilà une possibilité qui ne ramène pas grand-chose. S'assurer que les attentes sont claires. Quand je parle d'attentes claires, ça va à tous les niveaux, mais on se doit d'avoir des attentes claires si on veut des résultats précis. Démontrer une reconnaissance sincère, je l'ai mentionné tantôt quand je m'occupais des sondages d'engagement des employés, je le vois avec mes clients aussi. C'est fou, c'est toujours ça qui ressort le plus. Qu'est-ce que les employés veulent plus? C'est de la reconnaissance. Et de la reconnaissance, on peut en faire encore un gros programme de reconnaissance, mais ultimement, il y a des choses tellement plus simples que ça qu'on pourrait faire. Tu vas en parler tout à l'heure. Et j'en parle dans les prochaines minutes. France, ces 10 points-là, pourquoi? Comment tu les as choisis? Quel est finalement le sérieux de ces 10 points-là? C'est basé sur des études, ton expérience, sur le commentaire de tout, toutes ces réponses. Oui. toutes ces réponses, mais en fait, c'est vraiment de la littérature, des recherches qui ont été faites, mais c'est juste du gros bon sens. Et on va voir avec les exemples que je vais vous donner dans les prochaines secondes, c'est juste du gros bon sens. C'est ma pratique, je vous l'ai dit tantôt, j'ai accompagné, je vais sûrement parler en milliers de gestionnaires au cours de ma carrière, tant dans les entreprises, dans les très grandes entreprises, que à mon compte maintenant, en consultation. Et c'est ça qui fait la différence. Être collé sur ces gens, et je vais vous expliquer comment on peut faire. Alors, sensibiliser la direction. Alors, c'est intéressant. Alors, je vous passe, OK. La situation est la suivante. En fait, c'est un gestionnaire qui me dit, qui me raconte récemment, il doit, nouveau haut dirigeant, il veut savoir ce qui se passe, il est en apprentissage peut-être, en fait, peu importe. Et il dit, je veux savoir comment vous répartissez votre temps. Les gens ont des projets, bon, ils ont une gestion, il y a une tâche à faire, ils ont des projets. Je veux savoir comment vous répartissez votre temps. Alors, mon gestionnaire en question prépare son rapport du mois précédent, qu'est-ce qui s'est passé, et il prépare qu'est-ce qui s'en vient pour le mois qui vient. Et dans son fameux rapport, il y a un point qui dit j'ai des conflits, il y a des conflits dans mon équipe. Et ça va être, je vais m'occuper de ces conflits-là, ça nuit à la performance de l'équipe, le moral n'est pas bon, donc quand on parle de mobilisation, tu sais, quand on gère pas les conflits,
Alors, il met ça comme un point des choses qu'il a accompli dans la semaine. Son patron lui dit, ben non, tu mets pas ça, là, tu sais, c'est pas quelque chose, c'est normal. Alors, mon copain de lui répondre, tu sais, j'ai 4 situations à gérer. Ça va pas me prendre 10 minutes. Ça va me prendre du temps. En ce moment, la situation fait que ça nuit à la performance de notre équipe. Donc, le temps que je vais mettre là-dessus dans le mois prochain, c'est du temps que je ne suis pas en train de mettre sur des projets. Mais par contre, c'est du temps que j'investis et je veux m'assurer que la direction est consciente de ça. Je dois mettre du temps. Gérer des gens, ça prend du temps. Il faut se donner ce temps-là. Alors, finalement, son patron a dit OK. Et effectivement, il a accepté que ce projet-là soit présenté dans ses actions du mois à venir. Et il a pu s'occuper, et il s'est occupé de cette situation-là, des situations qui étaient un petit peu problématiques, du conflit, ce genre de choses-là. Et ce que ça a fait, c'est que, bon, les conflits ont été réglés, l'équipe va mieux et la performance est revenue. Donc, imaginez le climat, si les conflits n'avaient pas été, parce que c'est tellement facile, j'ai tellement vu dans les diverses entreprises, les usines où j'ai travaillé, j'ai tellement vu, c'est plus facile d'aller réparer la machine qui est poche, parce que là, on prend un tournevis, quelque chose, on répare la machine, puis là, on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Alors que s'adresser aux petits problèmes des humains, ça prend beaucoup de temps et ça prend un certain doigté. On n'est pas toujours à l'aise de faire ces choses-là. Donc, sensibiliser la direction, gérer des employés, ça prend du temps. Il faut que ça soit inclus dans la tâche des gens, du temps, que ce soit prévu qu'il y ait du temps pour faire des choses. Ma deuxième avenue, c'était de former rigoureusement les gestionnaires. Ma situation, l'exemple dont je voulais vous parler, en fait, c'est que souvent, quand on va travailler sur OK, on fait un plan de développement, bon, des compétences ou des choses comme ça, et je l'ai vu chez un client particulier où on voulait implanter de la formation, développer les compétences, le leadership, ce genre de choses-là. Bon. Alors, dans les gestionnaires de premier niveau, je regarde les choses qui avaient été pensées quand je suis arrivée là, et c'était très, très, très orienté technique. Alors, la croyance des gestionnaires dans la hiérarchie, c'était que les gestionnaires de premier niveau, finalement, ce qu'ils ont à faire, c'est ils sont encore un petit peu les mains dans le technique. Donc, il faut qu'ils continuent à développer leur technique. Et il y avait très peu de place pour les habiletés qu'on appelle dans notre jargon de savoir-être, mais comment je me comporte pour gérer mes employés. Dans quelle industrie? Les gestionnaires étaient des... C'était dans le génie. Ah oui. En génie. Oui, en génie. Alors, voilà. Donc, on a, et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai dit, écoutez, je pense qu'on devrait poser la question aux principaux concernés. Maintenant, c'est sûr que si je demande à mes gestionnaires de premier niveau, mes superviseurs, chefs d'équipe, as-tu besoin de formation pour gérer ton nom? Non, c'est sûr que non, c'est la réponse non, parce qu'ils sont encore très amoureux de leur technique. Mais si je leur pose des questions du genre, qu'est-ce que tu ferais si une situation X arrivait dans ton équipe? Oui, je comprends l'angle de la question est complètement différent. L'angle de la question est complètement différent. Donc, dis-moi ce que tu ferais. Et majoritairement, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Je ferais quelque chose, puis finalement, c'est peut-être pas la bonne affaire. Donc, on a pu démontrer que oui, il y avait un besoin de développer les compétences de ces gestionnaires-là qui sont les gestionnaires de la base, de premier niveau, en fait, superviseurs et chefs d'équipe. Et on a effectivement inclus des habiletés relationnelles dans leur développement, dans leur plan de développement. Quand on pense maintenant que ce sont ces gens-là qui gèrent la base, qui gèrent les techniciens, qui gèrent les cols bleus, qui gèrent les cols blancs, qui gèrent les employés qui font le travail, non pas que les gestionnaires font pas de travail, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça, absolument. OK? Donc, quand on pense à l'impact que ces gens-là ont, s'ils ne sont pas capables de gérer un conflit entre deux personnes, s'ils ne sont pas capables de recadrer des problèmes de comportement, l'équipe s'en va n'importe où. Puis on parlait tout à l'heure, justement, l'ingénieur connaît bien sa technique. Il a été promu parce qu'il était bon techniquement. En génie, absolument. Est-ce qu'il y a justement des corps de métier où la formation est nécessaire? On parle des ingénieurs. J'imagine que c'est naturel, mais j'imagine qu'il doit y avoir des gestionnaires de premier niveau dans certaines industries où la formation est essentielle.
Je te dirais partout, sinon. Partout, sinon. Quand tu as à gérer, quand tu pars d'un poste de professionnel, de technicien, et que tu deviens un gestionnaire, ce sont des habiletés différentes. Il y en a qui l'ont un peu plus naturellement, et il y en a qui l'ont totalement. Et ça se développe. Ça se développe. On n'en fera peut-être pas des superstars, mais quand même, ça se développe. Donc, non, je dirais pas, on fait toujours des blagues avec les ingénieurs et les comptables. Je m'excuse, c'est des ingénieurs, des comptables qui on fait souvent la blague avec ça, mais finalement, c'est vrai dans tous les domaines, dans toutes les industries, absolument. Alors, on continue. Je vous ai mentionné tantôt à quel point c'est important d'impliquer nos partenaires. Donc, le syndicat s'en est un partenaire dans notre entreprise, bien entendu. Et l'exemple que j'ai à vous donner là-dessus, en fait, c'est un client qui a fusionné plusieurs entreprises de services qui ont fusionné pour offrir un service global dans une province, peu importe. Et quand ils ont fusionné, je dirais que l'aspect humain de la fusion a été un petit peu négligé. Quand on fait des fusions, j'en avais fait, j'ai travaillé sur des projets comme ça. Quand c'est lourd, c'est beaucoup, beaucoup. On va s'occuper, bon, des finances, bien entendu, on va s'occuper de la charte de compte, on va s'occuper de toutes sortes de choses, le régime de retraite, les avantages sociaux. Mais quand vient vraiment l'aspect humain de la gestion du changement, c'est souvent mis de côté, c'est un peu négligé ou c'est pas aussi important que gérer ou de façon aussi importante que ça devrait l'être. Alors, ce qui est arrivé dans cette entreprise-là, c'est que la fusion faite, on a mis ça dans un genre de bol, blablabla, puis voici la nouvelle entreprise, j'exagère à peine. Autre dramatique du nombre de griefs, c'était complètement triste et le climat de travail complètement déplorable. J'oserais dire, pourri. Vraiment un très mauvais climat de travail. Alors, imaginez les employés qui sont dans cette entreprise-là, bon, ils n'ont pas choisi la fusion, on s'entend, hein? Et là, on ne s'occupe pas vraiment d'eux. Les gestionnaires de premier niveau sont aussi démunis parce que tout leur tombe dessus. Alors, vraiment, ce qu'on a fait dans cette entreprise-là, c'est qu'on a mis vraiment en place une stratégie de gestion du changement. Donc, on s'est occupé des humains. On a formé les cadres. On a formé tous les gestionnaires sur une méthode de gestion, en fait, qui permet de corriger les petits problèmes de comportement, mais sans discipline. Il fallait qu'on s'éloigne de la discipline parce que les relations de travail étaient vraiment pourries. Donc, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a autre chose que de faire des mesures disciplinaires, d'aller en grief, en comité de grief, puis ensuite de se ramasser en arbitrage? Ça n'a pas de sens. Ça mènera jamais à quelque chose de positif. Donc, on a travaillé là-dessus et on a impliqué le syndicat. Et ce que je vous dirais maintenant aujourd'hui, avec du recul, un an plus tard, ils avaient fait le calcul qu'ils avaient diminué le nombre de griefs de 90 %. Imaginez, 90 % et les frais légaux étaient réduits de 200 000 $. C'est sûr que les avocats en droit du travail n'aiment peut-être pas tellement ça, mais il en demeure pas moins que pour l'ambiance de travail. Oui, l'ambiance de travail, l'environnement, les employés, c'est phénoménal. Et c'est au point aujourd'hui, ça ne s'est pas fait overnight, dans une nuit, dans une journée, mais c'est au point aujourd'hui où si un employé se fait inviter à aller rencontrer son chef et qu'il appelle son syndicat, son bureau de syndicat, on lui répond, non, vas-y, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, quand on implique le syndicat, vous imaginez la confiance qui s'est installée dans cette entreprise-là. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est devenue complètement différente. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a formé rigoureusement les gestionnaires et on a impliqué le syndicat dans l'initiative. Du coaching personnel aux gestionnaires. J'avais un client, en fait, qui était très sur la technique. Donc, un excellent technicien qui a été promu et qui a continué, en fait, dans sa zone de confort. Et sa zone de confort, c'est pas à gérer des gens. Sa zone de confort, c'est dans le technique. Donc, il s'est retrouvé et la personne qui était là en poste avant lui était justement une personne qui avait de fortes habiletés relationnelles, donc très présente à son équipe. Lui arrive très fort techniquement, probablement plus fort que l'autre techniquement, mais il n'est pas là pour les gens. Alors, on se ramasse avec une équipe qui
qui est démotivé, un départ d'une personne très clé dans l'équipe. On a une équipe qui est démotivée, une équipe qui cherche, un pilier de l'équipe a quitté, alors ça va vraiment pas très bien. Ah, si je comprends ce que tu dis, c'est que si justement le nouveau gestionnaire remplace quelqu'un qui, lui, avait cette activité-là, c'est pire. C'est encore pire parce que les employés sont là puis ils voient la différence, ils disent « Oh mon Dieu, où est la sortie? Où est la sortie? » Où est l'alternative au téléphone? Oui, c'est ça, oui, absolument. C'est l'importance de former ce nouveau gestionnaire-là. Absolument. Pour qu'il soit au moins à part avec l'ancien. Aspect, c'est peut-être ambitieux, mais quand même, il y a toujours moyen d'améliorer. Donc, ce qu'on a fait vraiment à cette personne-là, même si tu l'envoyais faire une formation, oui, ça sent des choses, mais cette personne-là a vraiment besoin d'être accompagnée de façon un peu plus précise. Alors, son entreprise lui a offert une coach personnelle, où on a travaillé sur une habileté très précise pour la développer. Et après ça a duré une dizaine d'heures. On s'entend que c'était pas là. On n'a pas travaillé, tu sais, t'es tout proche, mon homme, si on va Non, on a travaillé sur une chose. Tu sais, en anglais, il y a une expression de biggest bang for your buck. Donc, on a travaillé sur quelque chose qui, en travaillant ça aurait des répercussions sur plein de choses. Et effectivement, à la fin, après, bon, ça a duré quelques mois, là, ces heures de coaching, ça s'est détalé sur quelques mois. Et ses employés ont remarqué. Donc, ses employés ont remarqué et ils lui disaient qu'est-ce qui se passe. Il y avait vraiment un questionnement. Il est en change. Les employés ne savaient pas qu'il y avait un coach. D'accord. Donc, il a vraiment pris conscience de l'importance d'être là pour ces gens, de s'intéresser à ces gens, de regarder leurs idées et non pas juste de faire des debriefings sur des projets, puis bang, 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 on ne se fait jamais des gens. Donc, un beau succès. Et une équipe, évidemment, qui est beaucoup plus mobilisée. Oui. Alors là, les gens travaillent différemment. Ben, ils ont repris un sens quand on parlait du sens du travail tantôt. Exiger la présence des gestionnaires sur le terrain. Alors ça, rapidement, je vous dis qu'un jour, ça fait peut-être 15-20 ans de ça, peut-être, j'arrive dans une usine. Et je m'en vais rencontrer le gestionnaire. Je donnais de la formation dans la région, puis il devait venir à ma formation, mais je vais visiter l'usine avant, donc je vais bien aller dans les sujets. Alors, on jase un peu, puis j'oublie comment ça vient sur le sujet, mais il me dit, moi, je pense que c'est pas compliqué. Il dit, quand ça va bien, ils savent. Je dis rien. Je suis pas là. Il était là, mais il n'était pas là brillant, en tout cas. Il n'était pas brillant. Okay. Il parlait pas son langue. Alors, imagine que ton boss te parle juste quand ça va mal. Donc, quand tu le vois arriver, tu fais, oh my God, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, on avait un taux de roulement qui était, il y avait vraiment des problématiques dans l'usine, taux d'absentéisme, quand on comparait avec des usines un peu similaires. Tu voyais qu'il y avait une situation problématique. Évidemment, moi, quand je suis arrivée là, j'ai entendu le monsieur, j'ai fait, oh, peut-être ai-je mis le doigt sur une partie du problème, n'est-ce pas? On a eu plusieurs interventions, on a fait plusieurs options. Finalement, ça n'a rien donné. Ça n'a carrément rien donné, ça n'a pas changé. Donc, comme vous le voyez, il a fallu inviter cette personne-là à poursuivre sa carrière ailleurs, dans une entreprise qui avait peut-être une culture différente. C'est plate, mais des fois, il faut arriver à des choses comme ça, parce que tu ne peux pas détruire une équipe parce que le gestionnaire est mauvais. C'est pas correct. C'est très, très dangereux. Dans un autre ordre d'idée, un peu sur le même sujet, mon gestionnaire dont je vous parlais tantôt, celui qui faisait des rapports, qui va faire des rapports à chaque mois sur le temps, il me disait récemment, j'ai posé la question en fait, qu'est-ce que pour toi, c'est combien de temps crois-tu que tes gestionnaires doivent passer sur le terrain? Alors, il me dit, je pense que c'est pas ce que j'attendais. OK, donc c'est une attente. Donc, on va parler tantôt des attentes claires. Et l'attente est très claire. Il s'attend à ce que ces gestionnaires, ces chefs d'équipe, soient sur le terrain de 75 à 80 de leur temps. Il dit, je fais plus que ça. Je ne veux pas les voir dans le bureau en train de faire des courriels, en train de faire de la paperasse. Il dit, je m'assure de nettoyer, d'enlever le plus de paperasse possible. Je veux qu'ils soient sur le terrain avec les gens. Il dit, et moi, qui est on parle de deuxième niveau, si on veut, il dit, moi, j'ai comme objectif pour moi-même d'être sur le terrain 40 du temps. Donc, imaginez. Fait que là, on n'est pas dans quelqu'un, tu sais, ça fait toujours rire, ça, le fameux gestionnaire qui dit, qui arrive ou qui dit, bon, qui enlève les trucs, puis qui enlève la porte, puis qui la met sur le côté, puis il dit, moi, j'ai une politique de porte ouverte. Mais il ne sort pas de son bureau quand même.
Ah, mais il est dans son bureau pareil. Oui, c'est ça. Mais ce que ces gestionnaires-là n'ont pas compris, c'est que la porte ouverte, oui, c'est bien gentil, mais tu restes dans ton environnement à toi, dans ta zone de confort. Et un employé qui va rentrer et qui va venir jaser dans ton bureau, c'est pas tout le monde qui va le Il faut que le faire. problème soit important. Il faut que le problème soit important. Donc, les petites choses qui font une différence, tu n'entendras peut-être pas. Par contre, si tu sors de ton bureau, si tu es dans leur environnement, dans leur zone de confort à eux, il y a bien des choses que tu font, des affaires bien intéressantes. Pour reprendre l'exemple que tu mentionnais tout à l'heure, le gestionnaire de premier niveau, 80% de son temps est sur le sur le champ, Oui, sur le c'est vraiment plancher, sur le terrain. sur le terrain. Oui. Et tu parlais d'une usine ou tu parlais d'un service, de bureau? En fait, c'est un service. J'aime pas parler de nommer les clients, mais non, c'est pas dans un bureau. C'est vraiment des gens qui travaillent dehors avec un produit, avec un service à rendre, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une partie, c'était sur le terrain. Quand je parle, c'est sur la terre. Ah oui, Vraiment okay, sur le terrain, mais c'est une expression contactée de toute façon dans les entreprises, c'est sur le terrain ou c'est dans l'usine. Un gestionnaire qui, par exemple, qui gère une trentaine de professionnels dans un bureau, qui l'entreprise offre un service, quel est le pourcentage de son temps à se promener, à discuter avec ces gens? As-tu que ça devrait être différent? Je crois que oui, mais je suis pas sûr à entendre ta réponse. Ben moi, je crois pas. Ah oui, hein? Je crois pas. Je crois pas. C'est sûr que tu as des choses à faire. On est tous des gens qui travaillent dans un bureau. Il y a des façons d'être présent sans être là tout le temps, OK, mais d'être accessible à ces gens. Donc, effectivement, quand je travaille avec des professionnels qui sont dans un bureau, oui, ils ont des choses à faire, ils sont bien souvent derrière leur écran d'ordinateur, puis bon, ils font leur truc, c'est bien correct, c'est ça qui est le travail. Mais être présent, tu peux pas être 40 50 60 Ces gens, il y a toute une dynamique qui s'installe où quand tu es accessible, donc une présence physique mais accessible, ça fait toute la différence. Donc, quand tu es dans un bureau, ben, le mode est un peu différent, mais le principe s'applique. La fameuse porte à enlever, là, sors, va, dans le temps des pauses, s'il y a des pauses, va t'asseoir avec toi-même, prends une pause, sois là, sois présent, sois visible, sois palpable. Donc, le patron, là, qui typiquement se promène avec sa tasse de café le matin jusqu'à 10h30 pour aller rencontrer ses employés, c'est une très bonne pratique. Absolument, absolument, absolument. Oui. Et tu abordes ton employé de quelle façon? Qu'est-ce que tu lui demandes pour justement aller chercher les problématiques et les... On va parler de travail. On va parler de travail parce que c'est pas faire du social, comment était ta fin de semaine. Oui, il y a toujours une partie de ces choses-là, mais on va faire des suivis sur qu'est-ce qui se passe dans ton projet, où est-ce que tu en es, finalement, as-tu rencontré un tel, comment ça s'est passé. Et c'est là que tu vas avoir plein d'informations qui vont venir à toi. Mais c'est d'être là, de t'intéresser, de faire un arrêt à chaque bureau, d'être vraiment visible et d'être accessible. OK. De s'intéresser. J'aime la réponse. C'est pas une question de social puis de parler du hockey. Ah non. On parle du travail, ah, oui, tu suivis les dossiers, et puis tu sollicites le feedback de chacun d'eux. Avoir des rencontres de suivi une fois par semaine, on a 1 heure ensemble, OK. Mais ça va, c'est correct, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est pas suffisant. C'est pas là que tu vas développer un lien de confiance, une relation forte. Va à son bureau, va à son cubicule, va t'asseoir à côté, va écouter, suis. Dans un contexte moins formel, plus personnalisé que la rencontre dans une salle de conférence où on est une quinzaine. Oui, ou toute l'équipe, ou même la rencontre 1 à 1 dans le bureau du patron, où tu fais ton statut de tes projets. Oui. C'est pas la même approche. Je comprends. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste ça, ta relation avec tes employés. Mobilisation, pas ça. Ouais. OK? Le temps passe, hein, tu oui. vois. OK. Il me reste encore plein de choses à vous dire, donc je vais accélérer un peu. Faire preuve d'écoute active. Écoutez les employés. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est assez simple, c'est que bien souvent, les gestionnaires ne vont pas sur le terrain parce qu'ils n'ont pas réponse à tout. On m'a dit ça. Et ils ne savent pas quoi répondre. Un gestionnaire n'a jamais à avoir réponse à tout. Un gestionnaire a besoin d'écouter. Et si ce n'est pas la réponse, de dire je n'ai pas la réponse et je vais faire le suivi et je vais être pour. C'est ça qui fait qu'un gestionnaire est crédible et qui est présent pour ses employés. Je continue rapidement. Agir sur les écarts de comportement, théorie de la vie brisée, rapidement. C'est une recherche, c'est pas un exemple de concret, mais c'est simplement une recherche qui a été faite
par des chercheurs de l'Université de New York qui ont démontré que dans un quartier où il y a un édifice, comme vous voyez, avec des vitres brisées, plus ça va aller, plus il va y avoir de vitres brisées. Et ils ont mesuré que dans un tel quartier qui a des vitres brisées, le taux de criminalité augmente. Alors, où j'en viens avec ça, c'est que le maire Giuliani, qui a viré bord en bord la ville de New York, a utilisé la théorie de la vitre brisée pour sa politique de tolérance zéro. Loin de moi de dire que je suis d'accord avec tout ce que ça comporte, mais il en demeure pas moins qu'en agissant sur tous les petits comportements pas corrects, il en demeure pas moins qu'avant New York, c'est une ville, tu connais pas le métro. Hein? Aujourd'hui, tu vas à New York et la ville est beaucoup plus sécuritaire. Donc, il y a eu vraiment un revirement. Et New York, combien de millions de personnes à New York? 13, je crois. Tu imagines si, en appliquant la théorie de la vitre brisée, c'est-à-dire en agissant, en étant présent et en s'assurant que les petits comportements pas corrects soient tout de suite adressés, on a reviré une ville de bord comme New York. Imagine dans nos organisations, si le gestionnaire est présent et qui s'occupe de ces petites choses qui ne sont pas correctes et qui s'en occupe, imaginez ce qu'on peut faire dans nos organisations. C'est ça le message que je voulais vous passer. Petite question, si tu permets, pense. Claude Lemelin dit passer du temps avec ses employés en personne, certes, mais par téléphone, des appeler. Absolument. Oui. J'ai beaucoup de clients où les gens sont sur la route. Donc, les techniciens sont sur la route, ils font des réparations, des choses comme ça. Alors, oui, être là, être présent, aller les rencontrer, aller les retrouver sur le chantier, aller les retrouver chez le... Oui, absolument. Mais les appeler comme ça régulièrement. Absolument. Oui, absolument. Tout à fait. Les idées des employés, on en a parlé tantôt un peu avec la fameuse boîte à idées, donc la boîte de suggestions, donc je vais passer c'est quand même bon. C'est quand même bon. C'est pas mauvais, mais si t'as juste ça et qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que ça lève pas. C'est pas ça qui va mobiliser tes employés. Nous sollicitons vos suggestions. Mon fameux gestionnaire qui avait eu 2 suggestions sur un an, on s'entend que le programme n'a pas vraiment porté. Hein? C'est pas ça qui a mobilisé son monde côté ça. Mais c'est quand même un de tes 10 critères, c'est de solliciter les idées et d'agir en fonction des idées reçues. Et tu vois, Simon, c'est que si tu es là sur le terrain avec tes gens, que tu passes dans les cubicules à tous les matins, et que tu vas jaser, puis tu vas voir, tu fais tes là les idées. Tes là les idées, et voilà. C'est pas nécessairement des affaires miraculeuses, mais c'est des choses qui vont faire que tu vas agir et les employés vont se sentir importants, respectés, concernés. Oui. Les attentes claires, j'en ai parlé un peu encore tantôt. Les attentes qui doivent être claires, c'est tellement important. Je vais juste vous dire, mon gestionnaire de tantôt, s'attend à ce que ces gestionnaires, ces chefs d'équipe, en fait, soient sur le terrain 75 à 80% du temps et qui s'assurent que c'est réaliste, que c'est faisable. On s'entend que c'est une attente très claire, ça. Oui. Donc, c'est à ce point-là que je vous parle d'attente claire. Maintenant, je termine avec démontrer une reconnaissance sincère dans mes avis. J'ai eu un superviseur en coaching qui avait un problème à donner du feedback. Vraiment un problème à donner du feedback. Donc, ces feedbacks constructifs n'étaient pas tellement... constructifs. Il était pas tellement constructif, il n'était pas bien reçu par les employés parce que quand tu fais jamais de reconnaissance, tu ne gagnes pas le droit à faire du feedback. Ça va ensemble. La reconnaissance, c'est le feedback constructif. En anglais, on dit you have to earn the right. Donc, si tu n'as pas gagné le droit à donner des... Et ça, tu gagnes ton droit à donner du feedback constructif en faisant de la reconnaissance. C'est tout à fait général ce que tu viens de dire, dans le sens qu'employé-employeur, mais aussi entre personnes. Absolument. Oui, absolument. Tu as raison, ça s'applique pour tout le monde, ces choses-là. Alors, ce qu'on a fait, c'était pas de la mauvaise volonté, il ne pensait pas. Alors, il s'est monté un tableau qui était sur son bureau, les gens savaient pas. Ah oui, avec le nom de ses employés, les jours de la semaine, OK? Et il devait, le devoir que je lui avais donné, en fait, c'était d'avoir une marque de reconnaissance sincère, à chaque employé, une fois dans la semaine. Puis on a fait du Pavlov. Hein? Oui, on a fait du Pavlov. Puis parce que il mettait son cachet. On a développé un réflexe. C'est comme ça, tu as le droit de mettre ton cachet quand tu as donné, mais il fallait que ça soit sincère. Et on rigole, on a rigolé avec cette affaire-là, mais ultimement, c'est que c'est devenu partie de son quotidien. Automatisme par la suite. Oui, c'est devenu plus un automatisme. Et l'automatisme, c'est de voir les occasions de reconnaissance. Parce qu'il y en a constamment, ça n'a pas toujours été des grosses affaires,
Merci, Julie, de m'avoir remis mon rapport à 10 heures au lieu de midi. Ça m'a donné 2 heures de plus et j'ai eu plus de temps pour le préparer. Oui. Simple de même. Donc, qu'est-ce que c'est que tu as bien fait? Et ensuite, qu'est-ce que ça a eu comme répercussion? Puis je te remercie. C'est simple, ça a pris 10 secondes cette affaire-là, puis tu viens de faire une reconnaissance. Qu'est-ce que tu penses que Julie va faire à l'avenir avec son rapport? Oui, elle ne remettra pas à 1 heure. Ça, et voilà. Puis j'imagine que tu commences avec un programme autorisé de cocher, puis à voir la réaction des employés, bien ça devient automatique. Et voilà, parce que ce qui est arrivé dans la réalité, c'est que les employés ont commencé à lui donner du feedback et de la reconnaissance aussi. Regarde ça, j'ai pas ça, moi, me faire reconnaître. Donc, tu vois, il y a comme une spirale positive qui s'installe et c'est pas intéressant. Alors, j'y vais maintenant. Si je prends mes 10 attenus rapidement et que je regarde qui est-ce qui est impliqué à chaque fois. C'est assez simple, hein? Mon gestionnaire. Toute la gestion, mais mon gestionnaire de premier niveau est là tout le temps. Alors, c'est qui mon gestionnaire clé dans l'entreprise? Premier niveau. Au niveau si je travaille au niveau de la mobilisation des gens, le gestionnaire de premier niveau, c'est ma croyance profonde. Il est donc le gestionnaire de premier niveau. Et ce qui est important et ce qu'on ne se rend pas souvent compte, qu'on ne pense pas quand on est nommé gestionnaire de premier niveau, c'est à quel point les gens nous observent. On n'est pas observé, on est scruté par nos employés. Et tout ce qu'on fait, c'est discuter. C'est simple. C'est même que ça va. Scruté aussi par le gestionnaire de deuxième niveau. Aussi, effectivement, mais tes employés, et c'est eux qui regardent ce que tu fais. Je donne de la formation, je rencontre des centaines de gestionnaires par année. On fait un petit exercice et c'est constant ce qui ressort comme étant les qualités les plus importantes d'un gestionnaire de premier niveau, c'est d'être équitable. Donc, équité, d'être à l'écoute, de respecter les gens et finalement d'être présent. Donc, c'est ce que je vous parle depuis bientôt 50 minutes. Oui. Donc, être là, être à l'écoute, être équitable et respecter les gens. Ce qui m'amène à vous dire qu'une main-d'œuvre engagée, c'est démontrer, ça augmente l'innovation, la satisfaction des clients. Les employés qui sont bien traités, qui sont traités avec respect, ils vont reproduire ces comportements-là sur vos clients, c'est fondamental. Productivité, performance qui va s'améliorer, performance financière, l'adéquation entre les employés mobilisés et la performance financière a été démontrée, donc très important. Alors, ce que je viens de vous dire ici, c'est que finalement, mon gestionnaire de premier niveau, il a un rôle à communiquer la vision. Il a définitivement un rôle à communiquer la vision. Il faut qu'on la lui donne, mais il faut qu'on la lui transmette à lui. Mais c'est lui qui va faire la différence entre est-ce que l'employé est bien au courant de savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, communique la vision, écrire le sentiment d'utilité. Il est là au quotidien, il est là jour après jour avec les gens. C'est lui qui va dire, qui va te faire sentir que tu contribues à quelque chose, tu as un rôle important à jouer dans cette entreprise-là. Tu fais preuve d'empathie, qui va être à l'écoute, qui va écouter ce que tu as à dire, qui va te revenir, qui va faire tes suivis, donc qui est là présent pour toi. Qui suscite la mobilisation, qui va te donner des projets, qui va t'inspirer à faire des choses, à grandir dans ton poste, qui va te donner confiance en l'avenir. OK, je fais quoi, moi, ici? Écoute, il y a des choses pour toi, je t'amène sur un projet, je te partage je te prête à un autre département pour que tu puisses améliorer les compétences. Donc, il va te donner confiance que l'entreprise veut t'avoir dans ses rangs et que tu y contribues de façon. Puis, créer un environnement de fun, bien, ça, évidemment, c'est au quotidien que ça se passe, donc de la flexibilité, mais de la confiance, de la responsabilisation, c'est ce qui va faire qu'on a un environnement le fun. En conclusion. Timing excellent d'ailleurs. Oui, c'est là. En conclusion, améliorer la mobilisation des employés, c'est pas une question d'investissement faramineux. Loin de moi de dire que c'est pas bon des grands investissements. C'est pas ça que je dis. Mais si on n'a pas des gros budgets, on n'a pas besoin de mettre des millions de dollars. C'est pas non plus une question de salaire. On l'a vu tantôt, c'est ce qui est sorti. Le plus petit, c'était tout à fait en adéquation avec la littérature. Les gens qui le font parce qu'ils ne sont pas bien payés. À partir du moment où tu sens que tu es payé équitablement, ça va. C'est un jour, ma fille travaille dans une banque, puis elle me dit, maman, j'ai eu une promotion où je deviens chef d'équipe. Alors moi, en bonne boomer, je dis, hey, ma fille, c'est le fun, tu vas gagner plus d'argent. Elle me dit, ben, ouais, mais c'est pas ça qui est important. C'est une directe en passant. Elle dit, c'est pas ça qui est important. Elle dit, c'est que j'aurais plus quelqu'un qui me restait dans le coup, je vais être plus libre de faire mes choses.
Intéressant. Intéressant, hein? Donc, je me suis dit, oh, ma fille vient de me donner une petite leçon ici. Alors, ce que je vous dis, misez sur la qualité de vos gestionnaires de premier niveau, clarifiez vos attentes. Qu'est-ce que vous vous attendez comme comportement de vos gestionnaires? Comment vous attendez à ce qu'ils gèrent les gens? Écoutez-les. Ils ont des choses à vous dire, ils ont des besoins à exprimer, donc écoutez-les, formez-les. Donc, formez-les en coaching, en co-développement, en formation formelle. Donc, occupez-vous de ça en mettant sur des projets, donc formez-les et soutenez-les. Ils ont besoin d'être accompagnés, eux aussi, ils ont besoin d'être soutenus. Votre plan d'action, quoi faire maintenant avec tous ces beaux conseils? Sinon, ce que j'ai présenté aujourd'hui, les gens peuvent le faire tout seuls. Ils sont absolument capables de faire ça tout seuls. Ce que je vous propose d'abord, c'est d'identifier les compétences de votre gestionnaire idéal dans votre entreprise. Et quand je parle des compétences, je reviens à ce que j'ai dit en tout début, c'est pas le technique qui est important, c'est le relationnel. Qu'est-ce que c'est un gestionnaire chez nous? Comment ça se comporte? Comment ça respecte? Qu'est-ce que c'est les comportements qu'on a qui sont en respect avec nos valeurs? Comment on gère nos employés? Comment on agit? Comment on parle à notre monde? Mais France, c'est ce que tu fais, toi. Oui, t'accompagnes les gens comme ça. Alors, tu es en mesure d'arriver avec des meilleures pratiques dans votre industrie. Voici ce qu'un gestionnaire idéal devrait faire. Absolument, oui. Ça prend du recul pour arriver avec des idées comme ça. Effectivement, mais quand même, il y a une possibilité, oui, ça prend du recul, ça prend des outils, ça prend des analyses, ça prend des choses, mais c'est quand même, encore une fois, juste du au bon sens. Communiquer les compétences. Et là, je suis encore avec toujours clarifier vos attentes. Nous, dans notre entreprise, on s'attend à ce que voici ce que c'est un gestionnaire idéal chez nous et voici comment on s'attend à ce qu'il agit. Mesurer les compétences, faites les liens avec vos programmes RH si vous en avez. Gestion de la performance, on devrait mesurer ces choses-là dans notre gestion de performance et non pas juste nos chiffres de vente, nos atteintes de total, ce genre de choses-là, ou la quantité de véhicules qu'on a produit ou de reject qu'on a eu dans notre production. Non, il y a plus que ça à faire. Et même peut-être rémunérer en fonction de ces compétences-là. Absolument, tout à fait. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un plan de développement personnalisé, il y a des choses on a des choses à apprendre quand on est gestionnaire, mais ultimement, c'est comment on va les transférer dans notre emploi qui devient Villeneuve la guerre. On peut aller tout en formation. Je donne toujours l'exemple d'envoyer quelqu'un faire un cours sur Excel, puis ensuite ne donne-lui jamais à utiliser Excel. Ça va donner quoi? C'est de l'argent gaspillé. Donc, l'important, c'est pas de développer beaucoup de compétences, mais c'est quoi qui est important, puis ensuite, comment on s'assure qu'on donne l'occasion à nos gestionnaires de les appliquer pour justement faire le lien avec nos employés qui soient plus mobilisés. Des occasions de se développer personnellement, professionnellement. Alors voilà, ça fait le tour. Et pour moi, le développement des gestionnaires, c'est un projet d'entreprise. C'est un projet d'entreprise aussi important et même plus important que d'acheter une pièce d'équipement qui va coûter une fortune et qu'on va mettre un gros projet à développer. Ultimement, le cœur d'une entreprise, c'est pas une machine, c'est des humains. Et pour ça, je dis que développer nos gestionnaires pour s'assurer que nos employés vont être mobilisés, qu'ils vont agir de façon à ce que nos employés aient le goût de rester chez nous, de travailler chez nous. C'est un projet d'entreprise et toute la hiérarchie doit être impliquée dans ce projet-là. Ça fait un lien direct avec un des points à l'époque, c'était une priorité. Il faut que ça devienne une priorité. Et si, justement, les gestionnaires de deuxième, troisième niveau on voit pas une priorité, ben, soudainement. Effectivement. Donc, mon premier point, c'était d'impliquer la direction, là. Il est là. Parce qu'il faut que ça parte toujours d'en haut, mais c'est en bas vraiment que ça va faire une différence auprès des employés. Parfait. Voilà. Parfait. Alors, on a fait le tour. Alors, France, de quelle façon tu peux aider les gens? On va prendre quelques questions, mais rapidement, finalement, la slide précédente, c'est un peu, les gens peuvent le faire, comme tu disais, eux-mêmes, mais tu les accompagnes aussi. Oui, c'est ce que je fais dans ma vie. Parfait. Je pose, je donne des formations, j'accompagne des gens de ressources humaines quand il y a des petites équipes, par exemple, donc je vais apporter mon expertise, mes nombreuses années et ce que j'ai vu chez plein de clients, en fait, pour aider les gens à mettre ces choses-là en place de façon efficace. Donc, dans la petite entreprise que la grande, je sais les mandats qui peuvent passer un jour, 5 jours, jusqu'à 30 jours. Ça dépend, en fait, ça dépend d'où tu pars. J'arrive dans une entreprise, en ce moment, je travaille avec une entreprise où vision, mission, valeur, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Alors là, on part où?
on part vraiment de la base. Quand ces choses-là sont faites, c'est facile d'aller rentrer un profil de gestionnaire parce qu'on a une vision, on a une mission, on a des valeurs organisationnelles. Donc, ton gestionnaire, ton profil de gestionnaire, il va se rattacher à ça. C'est pas déconnecté, il faut que ça soit lié, là, solide, aligné. Donc, dépendant d'où on part, Oui, je comprends. ça va prendre plus ou moins de temps pour arriver à notre Le centre de objectif. valeur d'entreprise, qui parle aussi du gestionnaire lui-même. Ça dépend de ses lacunes, ça dépend de la formation nécessaire. Absolument, tout à fait. Donc, des évaluations personnalisées, de la gestion de performance, il y a plein de trucs qui existent. Là, Ça dépend si c'est un ingénieur ou un comptable, ou pas. Ils sont Oui, ils sont très mais ils ont, à la base, au début de leur carrière, réussi à cause de leurs compétences techniques. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, on va prendre quelques questions, si tu veux bien. Oui. Est-ce que vous en auriez, Annick, remettre une slide? Bien, sachez que la présentation va être disponible et puis l'enregistrement aussi du webinaire sera disponible dans un courriel qui va vous être transmis demain, 9 h. Oui, parce que j'essaie de lire à quelqu'un qui veut revoir une diapositive, c'est ça que je vois? Oui, OK, mais vous pourrez aller là-bas demain matin, 9 h. Oui. Et Simon est un homme de parole. Oui. Alors, Martin, très intéressant, bravo. Je vous remercie du commentaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions avant de compléter? Ah, longue question. Bonjour. Parce qu'on est prestataire, on ne maîtrise pas tous les aspects de notre production. Comment motiver les équipes lorsque certains leviers d'action nous échappent, mais pénalisent le moral? C'est une excellente question et je le vois beaucoup. Il y a des milieux où c'est très dur, c'est très, très, très dur. Puis bien souvent, ce qui arrive, c'est que le gestionnaire de premier niveau, il se retrouve, le chef d'équipe, il se retrouve en colère de l'époque parce qu'il y a les gens qui regardent vers lui parce que ça va pas, mais il n'y a pas le pouvoir pour changer les choses. Il n'y a pas de réponse facile à ça. Il y a juste de dire, OK, moi, ma façon de voir cette chose-là, c'est OK, sur quoi tu as le contrôle? Tu as le contrôle sur une petite partie grosse comme ça, joue là-dessus. Ça donne rien d'essayer de se dépenser ses énergies, d'aller, de se démobiliser, de se désespérer parce que l'organisation n'y arrive pas. Tu as ça grand de ta tarte, tu es capable de faire quelque chose, travaille là-dessus. Et j'ai vu toujours le gestionnaire dont je parlais tantôt, il me disait, celui qui exige que ces gens soient 75% sur le terrain, on a eu une longue jasette sur le sujet, comme vous pouvez le voir. Il me disait, France, il dit, tu sais, la reconnaissance, il dit, moi, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de reconnaissance. Il me dit, je donne de la reconnaissance, il fait quelque chose, c'est un réflexe naturel, je vais faire un courriel pour féliciter mon collègue, ainsi de suite. Et il dit, sais-tu ce que j'ai réalisé? Il dit, moi, oui, un membre de mon équipe va faire quelque chose, c'est clair que je le remercie. Si ça a des répercussions sur les autres départements, je vais même mettre des gens en copie pour voir. Si un autre département fait quelque chose, j'envoie un courriel, mais je vais copier des gens pour que je veux qu'on se rende compte que, et là, j'ai commencé à recevoir, moi, des remerciements venant de d'autres. Donc, il y a comme une roue, encore une fois, qui se développe, qui s'installe. Donc, si tu as ça de grand, travaille là-dessus. Puis ton cercle va grandir, c'est certain. Ça prend du courage, ça prend de l'énergie. Il y a des milieux de travail qui sont vraiment carrément malsains, point de ligne, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais le plus possible, avant de baisser les bras et de dire il n'y a vraiment rien à faire, regarde comment tu pourrais agrandir ton petit cercle le mot que j'essaie de dire depuis tantôt ne vient pas de ton cercle d'influence. D'influence, merci Simon. Mais c'est une question de priorité aussi. Si ton cercle d'influence est gros comme ça, ben peut-être que le gestionnaire de deuxième niveau en fait pas une priorité. Et puis éventuellement, tu as plus d'influence sur la motivation et l'engagement de tes employés. C'est clair. Mais on a tendance à dire agis envers les autres comme tu aimerais que les autres agissent envers toi. Oui, c'est vrai. C'est sûrement vrai dans un milieu de travail. Absolument. Si on considère les autres, ben, soudainement, OK, on est... Si ton gestionnaire ne t'en donne pas de la reconnaissance, donne-lui un. Ah, c'est intéressant ça. Oui, donne-lui un. Tu vas voir, ça va finir par donner des choses, absolument. Oui. Alors, Yannick, merci de cette présentation super enrichissante. Merci beaucoup. Merci. Bravo, France, très interactif. Parfait. Y a-t-il une entreprise? Nous allons terminer dans quelques minutes, là, mais on peut prendre une question ou deux.
Il y en a qui sont passés, on l'a manqué, mais en fait, je pourrais répondre personnellement s'il y a des gens qui veulent vraiment discuter avec moi, là, ça me fera plaisir. Je suis une personne qui naturellement reconnaît le travail de mes employés, mais se peut-il que la reconnaissance peut être aussi un effet pervers? Ah, c'est intéressant, Isabelle. Ah, peut-être, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce une reconnaissance sincère? Et voilà, c'est exactement là que j'allais, Simon. Une reconnaissance sincère qui n'est pas phony, je ne peux pas croire que ça peut avoir un effet pervers. Je ne vois pas. Quand c'est fait bien, clairement, précisément, qu'est-ce que tu reconnais et que c'est sincère, comment est-ce que ça pourrait être pervers? Je serais très heureuse de vous entendre pour ouvrir mes horizons là-dessus. Merci, Louis. Il y a dans plusieurs entreprises une pratique que j'appelle la réunionnite aiguë, ben oui, et qui limite le temps que les gestionnaires peuvent consacrer à leur équipe de travail. Comment réagir? C'est une belle question. Finalement, l'environnement dans une réunion comme ça est tellement formel qu'il n'y a pas d'engagement. C'est ce que je comprends, où on passe notre temps en réunion. Puis j'ai vécu dans la très grande entreprise, je sais exactement à quoi vous faites référence. À quelque part, je crois qu'on devrait se donner le droit, ai-je vraiment besoin d'être à cette réunion-là? Ai-je vraiment besoin? Mais là, c'est de la gestion du temps. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette réunion-là? Est-ce qu'il y a un ordre du jour? Est-ce que c'est une réunion d'information? Est-ce que je peux avoir l'information autrement? Est-ce que c'est une réunion décisionnelle? Bon, qu'est-ce que c'est exactement? On cherche des idées. Qu'est-ce que c'est l'objet de la réunion? Est-ce que j'ai vraiment une contribution à apporter? Est-ce que je dois vraiment être là? Mais c'est de la gestion du temps. La question aurait pu être, je reçois 150 courriels par jour, je n'ai pas le temps d'aller voir mes employés. On a tous 24 heures dans une journée. Et voilà, il y a des règles fixées. Encore là, c'est de la gestion du temps, gestion de priorité. Puis, effectivement, loin de moi de dire que c'est facile en passant. Hein? Loin de moi de dire que c'est facile. Mais on travaille sur la mobilisation de nos employés. Soyons présents, soyons visibles. Une question d'Isabelle, je vais la lire. Comment agir avec un employé qui reproche au gestionnaire de s'acharner sur lui aussitôt que celui-ci discute de son écart de comportement? C'est un employé... c'est très intéressant. Oui, c'est un employé qui a la peau mince, comme on dit. Très intéressant comme question. En fait, ça dépend comment c'est fait. J'aurais tendance à dire que si l'employé dit qu'on s'acharne sur lui, je serais intéressée à voir comment le gestionnaire fait son intervention. Maintenant, de l'autre côté, je suis là, c'est ma job. C'est ma job de faire mes suivis, de gérer ces écarts de comportement. Donc, tout est dans la méthode, dans la façon. Il y a des façons de faire pour approcher l'employé et lui faire remarquer qu'il y a un écart de comportement qui ne respecte pas une politique, une directive, une valeur de l'organisation, enfin, quoi que ce soit, et de l'amener de façon à ce que ce ne soit pas menaçant pour l'employé, que ce ne soit pas négatif, mais que ce soit dit et dit clairement. Oui. Donc, mais encore là, c'est bon. Il y a des employés qui sont vraiment... ils ont des difficultés avec le feedback constructif ou en fait, mais est-ce que, tu sais, et dans cette question-là, je verrais aussi, est-ce que c'est un feedback négatif qu'on lui donne à l'employé ou est-ce que c'est un feedback constructif? Il y a une nuance importante. Et quelle était la relation avant le feedback? Et voilà. Alors, sur ce, merci beaucoup, Ponce Lefebvre. Merci, Simon. Merci à tous les gens qui nous ont accompagnés pendant cette belle heure. Un grand merci, puis je vous invite à me contacter. Une discussion, des fois, échanger des idées, c'est toujours enrichissant.